30 minutes. 30 minutes. Je vais rajouter un autre axiome au protocole expliqué hier. Quand je passe d'un livre, l'autre est amont, œuvre complète, poésie, simplement parce qu'il était là, que je me rends dans les différentes bibliothèques qui sont un peu ici, un peu partout, le choix, ce sera totalement imprévisible. Simplement aux ondes qu'émettent à cet instant-là tel livre, et c'est comme ça que j'ai pris Dostoïevski, œuvre romanesque. Et le premier titre de ce livre, c'est Crime et Châtiment. On va prendre le début de Crime et Châtiment, évidemment, traduction d'André Markovitch. Protocole, iPhone, chronomètre, 30 minutes, démarrer. Au début du mois de juillet, par une chaleur torride, le soir venu, un jeune homme quitta le cagibi qu'il sous-louait, ruelle S, sortit sur le trottoir et, lentement, comme pris d'indécision, se dirigea vers le pont K. Il évita sans encombre de croiser sa logeuse dans l'escalier. Son cagibi se trouvait juste sous le toit d'un haut immeuble de 4 étages et tenait plus d'une armoire que d'un logement. Sa logeuse, à laquelle il louait ce cagibi avec la pension et le service, vivait, quant à elle, un étage plus bas, dans un appartement particulier, et chaque fois qu'il sortait, il se trouvait dans l'obligation de passer devant la cuisine de sa logeuse, presque toujours grande ouverte sur l'escalier. Et chaque fois, le jeune homme, quand il passait devant, ressentait une sorte de sensation de douleur et de crainte qui lui faisait honte et l'obligeait à grimacer. Il était endetté jusqu'au cou auprès de sa logeuse. Il avait peur de la croiser. Non pas qu'il fût si lâche, si brisé par la vie, c'était même tout le contraire. Pourtant, depuis un certain temps, il vivait dans un état d'irritabilité et de tension qui ressemblait à de l'hypocondrie. Il s'était à ce point renfoncé en lui-même, s'était à ce point séparé de tout le monde qu'il avait peur de toutes les rencontres, pas seulement celle de sa logeuse. Il était écrasé par la pauvreté. Mais sa gêne constante avait, ces derniers temps, cessé de lui être un fardeau. Ses affaires de tous les jours, il avait complètement cessé de s'en occuper. Il ne voulait plus s'en occuper. Au fond, il n'avait pas du tout peur de sa logeuse, quoique celle-ci pût entreprendre contre lui, mais s'arrêter dans l'escalier, écouter toutes sortes de bêtises sur ces absurdités de tous les jours dont il n'avait absolument rien à faire, ces litanies sur le paiement, les menaces, les plaintes, et en même temps lui-même devoir chercher des faux fuyants, se trouver des excuses, mentir, ça non. Mieux valait comme un chat se faufiler dans l'escalier et fuir sans être vu. Du reste, cette fois-ci, sa peur de rencontrer sa créancière fut telle qu'elle le frappa lui-même quand il se retrouva sur le trottoir. « Cette entreprise que je veux tenter, et en même temps j'ai peur de bêtises pareilles, se dit-il, avec un sourire étrange. Oui, tout est entre les mains de l'homme. Tout lui passe quand même sous le nez, et pour une seule raison, c'est qu'il est lâche. Ça, c'est un axiome. C'est curieux. De quoi est-ce que les gens ont le plus peur? D'un nouveau pas, d'une nouvelle parole personnelle? Qu'ils ont le plus peur? Moi, je bavarde, beaucoup trop. Pour ça que je ne fais rien, que je bavarde. Ou alors, aussi comme ça, je parie, pour ça que je bavarde, que je ne fais rien. C'est tout ce dernier mois que j'ai appris à bavarder, coucher des jours entiers dans mon recoin, à réfléchir sur la pluie, le beau temps. Et pourquoi est-ce que j'y vais maintenant? Est-ce que je suis capable de ça? Est-ce que ça, c'est sérieux? Non, pas du tout. Comme ça, juste par fantaisie, que je m'amuse.
Des jouets. Oui, je parle. Des jouets. Dehors, il faisait une chaleur étouffante, terrifiante, avec en plus le manque d'air, la cohue, partout la chaux, les échafaudages, les briques, la poussière, et cette puanteur particulière de l'été que connaissent si bien tous les Pétersbourgeois qui n'ont pas la possibilité de louer une datcha. Tout cela en même temps frappa désagréablement les nerfs déjà affaiblis du jeune homme, quant à la puanteur insupportable des tavernes dont cette partie de la ville contient une multitude, et aux ivrognes qu'il rencontrait partout, même si c'était une heure de travail, ils lui mirent une dernière touche au coloris détestable et triste du tableau. Une sensation de dégoût insondable fusa une seconde dans les traits délicats du jeune homme. À propos, il était d'une beauté remarquable, avec des yeux sombres, splendides, les cheveux châtains blonds, une taille plus élevée que la moyenne, mince et droit. Mais bientôt, il tomba dans une rêverie profonde, et même, pour parler plus justement, dans une sorte d'oubli, et se mit à marcher sans rien remarquer de ce qui l'entourait, et comme s'il ne voulait rien remarquer. De loin en loin, il se contentait de marmonner quelque chose en lui-même, suite à cette habitude de monologuer qu'il venait de s'avouer. À cette même minute, il avait bien conscience que ses pensées s'embrouillaient parfois et qu'il était très faible. C'était le 2e jour qu'il n'avait vraiment presque rien mangé du tout. Il était si mal habillé que d'aucuns, même avec une certaine habitude, auraient eu honte de sortir dans la rue en plein jour avec des haillons pareils. Du reste, le quartier était tel qu'il y était difficile d'étonner qui que ce soit par son costume. La proximité de la place aux foins, la multitude des établissements que l'on sait, et la population essentiellement artisanale, ouvrière, massée dans ces rues et ces ruelles du centre de Pétersbourg, colorait parfois le panorama général de sujets tels qu'il aurait même été étrange de s'étonner en croisant certaines silhouettes. Mais tant de mépris rageurs s'était déjà accumulé dans l'âme du jeune homme que, malgré toute sa susceptibilité, parfois encore très juvénile, ces haillons étaient ce qui lui faisait le moins honte. Autre chose était de rencontrer certaines connaissances et quelques-uns de ses anciens camarades qu'en général il n'aimait pas rencontrer. Et pourtant, quand un ivrogne qu'on transportait alors dans la rue, personne ne savait où ni pourquoi, dans un énorme tombereau attaché à un cheval de trait énorme, lui cria soudain en passant « Va donc, galurin prussien !» et se mit à gueuler à plein poumon, le montrant du doigt, le jeune homme s'arrêta soudain et saisit son chapeau en tressaillant. Ce chapeau était grand, rond, un chapeau de chez Zimmermann, mais déjà tout usé, complètement roux, tout parsemé de roues et de taches, sans rebord, replié sur le côté de la façon la plus monstrueuse qui fût. Pourtant, ce n'était pas la honte, non, mais un sentiment tout autre qui ressemblait même à de l'effroi qui l'avait envahi. J'en étais sûr, marmonnait-il dans son trouble. C'est bien ce que je pensais. Voilà le plus moche de tout. Voilà une bêtise quelconque de ce genre-là. Un petit détail, je sais pas, le plus bête qui peut gâcher tout le projet. Oui, le chapeau, on le remarque trop. Il est ridicule, ça fait qu'on le remarque. Mais Locke, ce qu'il leur faut absolument, c'est une casquette, un vieux béret quelconque, mais pas ce monstre-là. Personne n'en porte. Dès comme ça se remarque à une lieue. On s'en souvient, surtout après, on se souvient. Et v'lan, une pièce à conviction. Pour ça, il faut passer le plus inaperçu possible. Les détails, c'est les détails, l'essentiel. Ah, c'est ces détails qui perdent toujours tout. Le chemin à faire n'était pas long. Il savait même combien il y avait de pas depuis le portail de son immeuble. Exactement 730. Une fois, il les avait comptés, quand il s'était réellement enfoncé dans ses songes. À ce moment-là, lui-même, il ne croyait pas à ces songes-là. Il ne faisait que s'agacer de leur audace, à la fois monstrueuse et attirante. À présent, un mois plus tard,
il commençait à regarder les choses différemment, et malgré tous ces monologues pour se moquer de sa faiblesse et de son indécision, ce songe monstrueux, il s'était comme malgré lui habitué à le considérer comme une entreprise véritable, encore qu'il continuât à se défier de lui-même. Ce qu'il allait faire à présent, c'était même un essai pour son entreprise, et à chaque pas, l'émotion qui l'étreignait devenait plus puissante. C'est le cœur figé, secoué d'un tremblement nerveux, qu'il s'approchait d'un immeuble réellement énorme, donnant d'un côté sur le canal et de l'autre sur la rue. Cet immeuble dans son ensemble était fait de petits logements, habités par toutes sortes de petits artisans, tailleurs, serruriers, cuisinières, toutes sortes d'Allemands, de jeunes filles vivant à leur propre charge, petits fonctionnaires, etc. Les gens qui rentraient et ressortaient grouillaient littéralement sous les 2 portails et sous les 2 cours de l'immeuble. Et dans les 2 cours de l'immeuble, on employait là 3 ou 4 gardiens. Le jeune homme fut très content de ne pas en rencontrer un seul, et sans être vu, il se glissa de suite, en sortant du portail, à droite, dans un escalier. Cet escalier était sombre et étroit. L'escalier noir, comme on disait, ou l'escalier de service, mais le jeune homme savait déjà tout ça, il l'avait étudié, et toute cette atmosphère lui plaisait dans une obscurité pareille, même un regard curieux n'était d'aucun danger. Si j'ai tellement peur en ce moment, qu'est-ce qui se passerait si vraiment, d'une façon ou d'une autre, il se trouvait que j'en arrive à l'acte en tant que tel, se dit-il malgré lui en abordant le 3e étage. Là, le passage lui fut barré par des soldats en retraite, des porteurs qui sortaient des meubles d'un appartement. Il savait que cet appartement était occupé par un Allemand, père de famille et fonctionnaire. Donc, cet Allemand, il est en train de déménager, et donc au 3e, dans cet escalier, sur ce palier, pendant un certain temps, le seul logement qui reste occupé, c'est celui de la vieille. C'est bien, à tout hasard, se dit-il à nouveau, et il sonna chez la vieille. La sonnette tinta très faiblement, comme si elle était faite de fer blanc et non de cuivre. Dans ces petits appartements de ce type d'immeuble, presque toutes les sonnettes sont ainsi faites. Il avait eu le temps d'oublier le tintement de cette clochette, et à présent, c'était comme si ce tintement particulier soudain venait de lui rappeler quelque chose et de lui représenter très clairement. Il fut pris d'un frisson. Ses nerfs, cette fois, étaient vraiment trop faibles. Un peu plus tard, la porte s'entr'ouvrit, juste une fente minuscule. L'occupante des lieux examinait par cette fente le visiteur avec une méfiance visible, et l'on ne voyait que ses petits yeux qui luisaient dans le noir. Pourtant, apercevant du monde sur le palier, elle se ragaillardit, ouvrit complètement. Le jeune homme franchit le seuil, se retrouva dans une entrée obscure, séparée par une cloison, derrière laquelle se trouvait une minuscule cuisine. La vieille se tenait devant lui, sans rien dire, et le regardait d'un air interrogateur. C'était une petite vieille minuscule et sèche, d'une 60aine d'années, aux petits yeux aigus, méchants, tête nue. Ses cheveux blonds, qui avaient peu blanchi, étaient tout gras d'huile. Autour de son cou mince et long, qui faisait penser à une patte de poule, était enroulée une sorte de loque de flanelle, et sur ses épaules, malgré la chaleur, pendouillait un petit gilet de fourrure, usé, jauni jusqu'à la trame. Le jeune homme dut lui porter une sorte de regard particulier, parce que, soudain, il vit dans ses yeux fuser la méfiance qu'il venait d'éprouver. « Raskolnikov, étudiant, venu chez vous le mois dernier », s'empressa de bafouiller le jeune homme avec un demi-salut, se souvenant qu'il fallait être le plus aimable possible. « Je me souviens, mon bon monsieur, je me souviens très bien que vous êtes venu, » répondit la petite vieille d'une voix nette, sans détacher un seul instant de son visage ses yeux interrogateurs. « Et donc, voilà, pour la même chose, » poursuivit Raskolnikov, un peu troublé et s'étonnant de la méfiance de la vieille. «
Enfin, elle est peut-être toujours comme ça, j'avais pas remarqué l'autre fois, se dit-il, avec un sentiment de malaise. La vieille eut un silence, comme si elle réfléchissait, puis elle s'écarta. En indiquant la porte de la chambre, elle prononça, laissant passer son hôte devant elle. « Entrez, mon bon monsieur. » La pièce pas très grande, dans laquelle le jeune homme venait d'entrer, une pièce au papier peint jaune, avec des géraniums et des rideaux de mousseline aux fenêtres, était à cet instant brillamment éclairée par le soleil couchant. À ce moment-là aussi, donc, le soleil va briller comme ça. Telle fut l'idée qui fusa comme par surprise dans l'esprit de Raskolnikov. C'est d'un regard rapide qu'il embrassa toute la pièce pour étudier, se rappeler autant que possible toute la disposition. Mais il n'y avait rien de particulier dans cette pièce. Les meubles, tous très vieux, de bois clair, étaient composés d'un divan au dossier de bois énorme et recourbé, d'une table ronde de forme ovale posée devant le divan, d'un trumeau avec une petite glace entre les fenêtres. Des chaises posées contre le mur, et 3 images à 2 sous dans des cadres jaunes, représentant des demoiselles allemandes avec des oiseaux dans les mains. C'était tout le mobilier. Dans un coin, devant une petite icône, brûlait une veilleuse. Tout était d'une propreté absolue. Les meubles, les planchers étaient cirés à fond. Tout reluisait. Le travail d'Elisaveta, se dit le jeune homme. On n'avait pas trouvé un seul grain, on n'aurait pas trouvé un seul grain de poussière dans tout l'appartement. Cette propreté-là, c'est toujours comme ça chez les vieilles veuves méchantes, poursuivait en lui-même Raskolnikov, et avec curiosité, il lorgna le rideau d'indienne devant la porte de la 2e chambre, une chambre minuscule où se trouvaient les lits et la commode de la vieille, et où il n'avait encore jamais posé les yeux. L'appartement tout entier n'était composé que de ces 2 pièces. Vous désirez, demanda sévèrement la petite vieille. Je rappelle, je fais pas de montage. Si je me gourre en lisant, je me trompe, je reprends, et on laisse tout comme ça. C'est comme si c'était du direct. Puis en même temps, vous voyez, par exemple, les répétitions de Dostoïevski, allemand, fusée, mais vous voyez aussi la précision, le moment où Raskolnikov dit son nom, le moment où il prononçait le prénom de Elisaveta, la façon dont spatialement on se déplace et que le regard qui refabrique le mobilier tient à la position subjective du narrateur qui avance. Vous voyez aussi la façon dont le monologue intérieur de Raskolnikov se maintient de façon sous-jacente. Allez, je continue, je n'ai pas à parler. Cette propreté-là, c'est toujours comme ça chez les vieilles veuves méchantes, poursuivait en lui-même Raskolnikov, et avec curiosité, il lorgna le rideau d'indienne devant la porte de la 2e chambre, une chambre minuscule où se trouvaient les lits et la commode de la vieille, et où il n'avait encore jamais jeté les yeux. L'appartement tout entier n'était composé que de ces 2 pièces. « Vous désirez ?» demanda sévèrement la petite vieille, entrant dans la pièce et se plaçant comme avant devant lui pour le regarder droit dans les yeux. « J'apporte un objet en gage. Voilà. » Et il sortit de sa poche une vieille montre plate en argent. Un globe était représenté sur la face inférieure. La chaînette était en acier. « Mais le délai de votre premier gage est passé, ça fait 1 mois et 3 jours. Je vous paierai encore les intérêts d'1 mois. Soyez patiente. Ça ne tient qu'à moi, mon bon monsieur, de savoir si je suis patiente ou si je vends votre objet tout de suite. Mais pour la montre, ça fera combien, Aliona Ivanovna? Tu viens me voir avec des babioles, mon bon monsieur. Compte que ça vaut rien du tout, pour ainsi dire. Pour la bague, la dernière fois, je vous ai fourni 2 petits billets. Mais une neuve, chez le joaillier, ça se trouve pour 1,50. 4 roubles, au moins, donnez-moi.
Je les rendrai à mon père. Je vais bientôt toucher de l'argent. 1,50 les intérêts d'avance, si ça vous va. 1,50 s'écria le jeune homme. Vous êtes libre. La vieille lui tendit sa montre pour la lui rendre. Le jeune homme la reprit et se fâcha tellement qu'il voulut repartir, mais il changea d'avis tout de suite, se souvenant qu'il n'avait plus nulle part où aller et qu'il était venu pour autre chose aussi. « Donnez, dit-il grossièrement. La vieille enfonça la main dans sa poche pour prendre ses clés et partit dans l'autre chambre, derrière le rideau. Le jeune homme, resté seul au milieu de la pièce, tendit l'oreille avec curiosité et réfléchit. On pouvait l'entendre ouvrir sa commode. Sans doute le tiroir du haut, se disait-il. Les clés, donc, elle les garde dans sa poche de droite. Toutes en un seul trousseau. Un anneau d'acier. Il y a une clé plus grande que toutes les autres. 3 fois plus grande, avec un paneton denté. Pas celle de la commode, pour sûr. Donc il doit y avoir un coffret, quelque chose, ou un coffre. Ça, c'est curieux. Les coffres, ils ont toujours des clés comme ça. Mais est-ce que c'est moche, tout ça? La vieille revint. Voilà, mon bon monsieur, si ça fait 10 kopecks du rouble par mois, pour 1,50 rouble, ça vous fait 15 kopecks, avec un mois d'avance. Et pour les 2 roubles d'avant, on vous décompte sur la même base 20 kopecks. En tout, donc, 35. Il vous revient donc maintenant, en tout, pour votre montre, 1 rouble, 15 kopecks. Tenez, voilà, monsieur. Comment? 1 rouble 15? Maintenant? Exactement. Le jeune homme ne discuta pas et prit l'argent. Il regardait la vieille et n'était pas pressé de sortir, comme s'il avait encore envie de faire ou de dire quelque chose, comme s'il ne savait pas quoi précisément lui-même. Ces jours-ci, Aliona Ivanovna, si ça se trouve, je vous apporterai encore quelque chose. En argent, bien, un porte-cigarette quand je l'aurai récupéré chez un ami. Il se troubla, se tut. Bah, on en reparlera à ce moment-là, mon bon monsieur. Adieu. Et vous êtes encore toute seule chez vous? Votre sœur n'est pas là? Demanda-t-il d'un ton aussi enjoué que possible en sortant dans le vestibule. En quoi ça vous regarde, mon bon monsieur? Oh, rien du tout. Je demandais ça comme ça. Vous, tout de suite, adieu, Aliona Ivanovna. Raskolnikov sortit en proie à un trouble absolu. Son trouble ne faisait que s'accroître. Descendant l'escalier, il s'arrêta même plusieurs fois, comme soudain foudroyé par quelque chose. Enfin, déjà dehors, elle s'écria. « Mon Dieu, comme tout ça est dégoûtant. Est-ce que vraiment je... Non, c'est une bêtise, une absurdité, ajouta-t-il avec résolution. Est-ce que vraiment une horreur pareille a pu me venir en tête? De quelle saleté quand même mon cœur est donc capable? Surtout, c'est sale. C'est infect, c'est répugnant, et pendant tout un mois, Il ne pouvait exprimer son émotion ni par des mots, ni par des exclamations. Le sentiment de dégoût infini qui avait commencé à l'oppresser, à lui retourner le cœur pendant qu'il ne faisait qu'aller chez la vieille, avait atteint une telle force et s'était dévoilé d'une façon si claire qu'il ne savait plus où se mettre avec cette angoisse qui était la sienne. Il marchait sur le trottoir comme s'il était ivre, sans remarquer les passants, se cognant contre eux. Il ne put reprendre ses esprits que dans la rue suivante. Il regarda autour de lui sur le trottoir et il regarda autour de lui et remarqua qu'il se tenait devant une taverne dont l'entrée donnant sur le trottoir était un escalier qui descendait au niveau du sous-sol. À cet instant précis, 2 ivrognes en sortaient, se soutenant, s'injuriant mutuellement, remontant les escaliers jusqu'au trottoir. Sans réfléchir plus longtemps, Raskolnikov descendit tout de suite. Jamais jusqu'alors il n'était entré dans une taverne, mais à présent il avait la tête qui tournait. En plus, une soif ardente le dévorait. Il eut envie de boire de la bière froide, d'autant plus qu'il rapportait sa faiblesse soudaine au fait qu'il avait faim. Il s'installa dans un recoin sombre et sale, à une petite table gluante, commanda de la bière, but avidement le premier verre. Ce fut un soulagement tout de suite. Ses pensées s'éclaircirent. Tout ça, c'est des bêtises, dit-il avec espoir. Il n'y a pas de quoi se troubler. Simplement un trouble physique, un verre de bière, un bout de biscuit. Et voilà, en un instant, l'esprit se renforce, la pensée s'éclaircit, les intentions s'affermissent. Zut, zut, alors quel néant tout ça! Mais malgré ce sursaut de mépris,
Il avait déjà l'air gai, comme s'il s'était soudain libéré d'on ne savait quel fardeau monstrueux. Il lança un regard amical sur toute l'assistance, mais même à cet instant, il pressentait de loin que toute cette réceptivité au bien-être était elle aussi maladive. Il restait peu de monde à ce moment-là dans la taverne. En dehors des 2 ivrognes sur lesquels il était tombé dans l'escalier, c'est toute une bande qui sortit à leur suite, bien 5 personnes, avec une fille et un accordéon. Avec leur départ, tout devint calme, plus spacieux. Restait un type, un bourgeois, à l'allure un peu saoul, mais pas trop, attablé devant une bière, son compère, gros, énorme, son manteau sibérien, la barbe blanche, très saoul, somnolent sur un banc, et qui de loin en loin, soudain, comme dans un demi-sommeil, commençait à claquer des doigts, les bras en croix, faisant sautiller la partie supérieure de son corps, sans se lever de son banc, chantonnant des espèces d'inepties, s'efforçant de se rappeler des paroles comme « J'ai aimé ma femme, un an, j'ai aimé ma femme » ou soudain se réveillant encore « En passant rue Pousse-au-Crime, j'ai retrouvé ma légitime » mais personne ne partageait son bonheur. Son camarade taciturne considérait ces explosions avec hostilité, voire méfiance. Il y avait encore un autre homme qui, d'allure, paraissait ressembler à quelque chose comme un fonctionnaire en retraite. Il était installé tout seul devant son verre, buvant de loin en loin, regardant autour de lui. Lui aussi semblait en proie à une certaine inquiétude. Raskolnikov n'était pas habitué à la foule, et comme nous l'avons déjà dit, fuyait toute société, surtout ces derniers temps. Mais à présent, soudain, quelque chose l'appelait vers les gens. Quelque chose se passait en lui qui était comme nouveau, et en même temps, c'est une espèce de soif des gens qui s'éveillait en lui. Ce mois de concentration angoissée qu'il avait vécu, ce mois d'excitation lugubre, l'avait tellement fatigué qu'il avait envie, ne fût-ce qu'une seule minute, de reprendre son souffle dans un autre monde, quel que puisse être ce monde. Et malgré toute la saleté du décor, c'est avec plaisir qu'il s'attardait maintenant dans la taverne. Le patron de l'établissement était dans l'autre pièce, mais il entrait souvent dans la pièce principale, descendant par des marches dont on ne savait trop où, opération pendant laquelle on voyait d'abord paraître ses magnifiques bottes paysannes à large revers rouge. Il portait une blouse russe et un gilet de velours noir incroyablement graisseux, n'avait pas de cravate, et son visage tout entier avait un genre d'air huilé comme un cadenas de fer. Un gamin d'environ 14 ans se tenait au comptoir, il y avait un autre gamin plus jeune qui apportait les commandes, il y avait des cornichons en morceaux, des biscuits noirs, du poisson coupé en petits bouts, tout cela puait beaucoup. L'air était étouffant au point qu'il était insupportable de rester assis, et tout était si imprégné d'une odeur d'alcool que, semblait-il, rien qu'à respirer l'air, on pouvait s'enivrer en 5 minutes. Il y a des rencontres avec des gens qui nous sont même complètement inconnus, auxquels nous commençons à nous intéresser au premier regard, comme d'un seul coup, soudain, avant d'avoir dit le premier mot. C'est exactement cette impression que fit sur Raskolnikov le client assis à l'écart, qui ressemblait à un fonctionnaire en retraite. Le jeune homme repensa plusieurs fois par la suite à cette première impression et la rapprocha même d'une prémonition. Ses regards revenaient sans cesse se poser sur le fonctionnaire, aussi bien sûr parce que lui aussi il le regardait obstinément et qu'on voyait bien qu'il avait grande envie d'engager la conversation. Quant aux autres qui se trouvaient dans la taverne, y compris le patron, le fonctionnaire, les considéraient avec une sorte de routine, même avec ennui et en même temps avec un peu une nuance d'un certain dédain, plein de hauteur, comme des personnes d'une position et d'une culture inférieure auxquelles il n'avait rien à dire. C'était un homme de déjà plus de 50 ans, de taille moyenne, de forte corpulence, aux cheveux gris, assez chauves, au visage jaune et même verdâtre bouffi par une ivrognerie constante, aux paupières boursouflées derrière lesquelles brillaient de petits yeux rouges, minuscules comme de petites fentes, mais animés. Il y avait en lui quelque chose de très étrange. Son regard s'illuminait de quelque chose qui ressemblait même à de l'exaltation. Il y avait là sans doute, oui,
une pensée, un esprit, mais en même temps, on y sentait fuser un genre de folie. Il portait un vieux frac noir, complètement en loques, dont les boutons étaient tombés. Un seul tenait encore à peine, c'est ce bouton-là qui lui servait à se boutonner, lui qui, visiblement, ne voulait pas déroger aux convenances. Sous son gilet de nankin, on voyait une chemise toute froissée, elle, sale, graisseuse. Son visage était glabre, comme celui d'un fonctionnaire, mais il s'était rasé depuis déjà longtemps et des poils bleu-noir commençaient à poindre partout. Même dans ses attitudes, il y avait réellement quelque chose comme une gravité de fonctionnaire. Mais il était inquiet, il se passait la main dans les cheveux, et plein d'angoisse, il se prenait de temps en temps la tête dans les mains, ses coudes râpés posés sur la table gluante et trempée. À la fin, il regarda directement Raskolnikov et prononça d'une voix ferme et sonore: « Oserais-je bien, mon cher monsieur, me tourner vers vous pour une conversation de bienséance, car, quoique, etc. » 5, 4, 3, 2... « Étudiant donc, ou ancien étudiant ?» s'écria le fonctionnaire. Et voilà, la rencontre de Raskolnikov et Marmeladov. On est arrivé jusque-là. J'arrête de lire. 30 minutes, c'est la loi. Moi, c'est pas Dostoïevski que j'ai lu le premier. C'était Anna Karénine de Tolstoï. C'était un livre de prix de ma mère. Je me souviens, la reliure rouge. Et c'était juste toute... Elle est née en 1931, donc pris pour ses 14-15 ans à l'école normale d'instituteur de Luçon en Vendée. Donc ça devait être 45-47, enfin, juste ça. Je me souviens de ce livre et comment Anna Karénine, ce monde-là, imaginez, dans la vieille Vendée rurale, se prendre la ville russe. Et Dostoïevski, c'était venu pas longtemps après. Là, par contre, je me souviens plus sous quelle forme matérielle. Évidemment, c'était la traduction du 19e, mais celle qu'avait lu Flaubert, apportée par Tourguenieff, traduction très, très chrétienne. Et la première fois que j'ai lu, bien plus tard, la traduction d'André Markovitch, j'étais un peu perdu. Ça me semblait trop moderne, trop lumineux avant de comprendre cette machine infernale de rythme, puis dessous ce désordre sous-jacent. C'est qu'il y a d'ombreux et d'opaque dans Dostoïevski, qui là reste sous le texte, mais traverse en permanence. Et je crois que j'ai donc lu Crime et Châtiment, en tout cas à l'âge du collège, 4e, 3e, par là. Et je crois que tout le temps après, le choc de Crime et Châtiment, le nom Raskolnikov, c'est quelque chose qui fait que toute ma vie, je l'ai relu. Longtemps dans la vieille traduction, celle qui maintenant est dans le Pléiade, et puis ensuite, évidemment, André. Et je suis pas un bon lecteur. Je suis dans Dostoïevski, je crois qu'évidemment, Maison des Morts, Journal de la Maison des Morts, et puis ensuite Douce, et puis ensuite, évidemment, Le Joueur, tout ça. Non, L'Idiot, j'ai mis Comprendre. Mais Les Karamazov, je ne l'ai lu qu'une seule fois. Il est là, justement, dans la version d'André, là, au sous-sol. Mais je reviens toujours, je recommence, et je reprends. Crime et Châtiment. Et vous avez vu, le crime, il n'est pas là. Cette visite pour rien. Et tout est prêt pour le drame. Voilà. Allez, à demain, à la prochaine.